Bienvenue à tous dans le Talk Afrique sur Medi 1 TV Afrique. En application de la période électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, la 5e opération de révision de la liste électorale a débuté effectivement sur l'ensemble du territoire national le 19 novembre et à l'étranger le 24 novembre pour la diaspora ivoirienne. Cette opération est prorogée jusqu'au 20 décembre. Dans cette émission, nous parlerons des enjeux de cette opération de révision de la liste électorale et des élections de 2023 et de 2025. Pour en discuter, deux invités sur le plateau de Medi 1. Congo Ghislain est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, monsieur. Vous êtes le président du réseau ivoirien des leaders, en abrégé le RIL. Alors parlez-nous brièvement de ce réseau. Quelles sont les principales missions de ce réseau ivoirien des leaders? D'accord, merci. Il faut dire que le réseau ivoirien des leaders est né en 2016 de la volonté des anciens membres du programme de formation politique de la fondation allemande Friedrich Ebert. Voilà, et donc ce réseau-là a pour mission de former, de sensibiliser la population sur des questions démocratiques, de bonne gouvernance et de l'état de droit. Donc voici un peu ce que le réseau fait depuis 2016. Donc on pourra dire que vous êtes de très bons observateurs de la vie politique et même des acteurs de cette vie politique. Nous aurons l'occasion dans cette émission d'en savoir davantage, surtout sur les questions du processus démocratique. Et nous avons Marius Bly qui est avec nous, lui qui est spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est bon qui vous dit merci, voilà. Alors ce sont des questions qui vous intéressent beaucoup, les questions de révision de liste électorale, comment la démocratie elle-même elle est menée. Hors antenne, on le disait, quand on parle parfois de démocratie, on a l'impression que c'est quand il y a élection que beaucoup de personnes entendent ou voient la démocratie. Est-ce que c'est le constat que vous faites? Oui, c'est le constat amer qu'on fait en Afrique, c'est le constat amer qu'on fait sur tout le territoire africain, sur tout le continent, alors que c'est vrai que l'élection est un moyen pour évaluer le niveau de démocratie d'un État, mais ce n'est pas le seul facteur. C'est pas le seul facteur. On pourrait parler de démocratie d'un État quand la justice est équitable. On peut aussi parler de démocratie d'un État quand il y a la transparence. Voilà. Et on pourrait parler de démocratie quand on a une administration qui travaille, qui est installée, non seulement en toute transparence, comme on l'a déjà dit, mais aussi une administration qui permet le déroulement de tout ce qui est institution au sein de l'État, en toute coopération, comme l'indique la Constitution, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de conflit de compétences au sein des institutions. D'accord, très bien. Ouais. Alors on pourra constater que ça fait plus de 60 ans que la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance pour les pays qui ont été colonisés. Ghislain, dites-nous, quand vous regardez l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, parlant de démocratie, est-ce que vous voyez une évolution pour être honnête? Souvent, on peint un tableau assez noir, l'évolution de l'Afrique, le développement, mais est-ce qu'il y a quand même une évolution que vous constatez? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que les pays africains font des efforts en matière de démocratie, même si parfois on constate dans certains pays le recul de la démocratie à travers des coups d'État et autres. Mais il y a certains pays quand même qui sont des exemples, notamment on a cité le Sénégal, le Bénin, le Ghana, ils sont des pays quand même qui sont des exemples de démocratie. La Côte d'Ivoire qui fait de plus en plus des efforts pour arriver à cette démocratie tant souhaitée. Donc je pense que les pays africains depuis 1960 font des efforts, mais il est important que chacun chaque citoyen s'implique réellement dans ce processus de démocratisation des pays. Monsieur Bly le disait tout à l'heure, on mesure souvent la démocratie par les élections, alors que la démocratie c'est un tout. Donc on parle de transparence, de bonne gouvernance, de redistribution équitable des richesses, une justice pour tous. Donc c'est tous ces éléments mis ensemble là qui font la démocratie. Je pense que nos pays de plus en plus font des efforts. Aujourd'hui on parle de mondialisation, donc du coup les pays sont obligés parfois de respecter certains principes démocratiques. Voilà. Ailleurs dans les pays qu'on pourrait qualifier de pays développés, pays assez évolués, quand on parle d'élections, c'est une simple routine. Les uns et les autres vont à leurs occupations, les résultats de l'élection sortent tranquillement. Est-ce qu'aujourd'hui encore les élections font peur sur le continent? Les élections devaient être un jeu en Afrique. Actuellement on parle du mondial, hein. Ça doit être un jeu comme ailleurs c'est un jeu, parce qu'on sait qu'il y a un président sortant qui va céder à un nouveau président. Et vous allez voir qu'on va parler de passation de charges, on va parler de passation du service, on va parler de passation entre deux chefs d'État. Ailleurs, c'est une fête. En Afrique, on constate qu'il n'y a jamais eu de passation de charges. Si vous voulez qu'on prenne l'exemple même de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu
entre deux chefs d'État en Côte d'Ivoire de passation de charge. Ça, c'est pour le cas typique de la Côte d'Ivoire. Certains pays africains arrivent à faire cette passation. Le Bénin l'a fait de 1990 à 2006. Et jusqu'à aujourd'hui, le Bénin essaie d'être un modèle. Le Ghana, comme il a dit tout à l'heure, le Ghana arrive à faire toute cette transition. On passe d'un autre président, donc le Libéria est en train d'arriver au fur et à mesure. Nous sommes passés de George Weah à Sterling. Voilà. Vous voyez que le Sénégal... Plutôt de Johnson. De Johnson plutôt. À Weah. Vous voyez que le Sénégal y arrive progressivement. Donc il y a quelques exemples de démocratie qu'il faut copier. Malheureusement, en Afrique, quand on parle d'élections, c'est plutôt la peur. C'est plutôt la peur parce que ces élections riment avec violence. Pour l'expérience que les pays ont vécu, quand on parle d'élections, on va encore parler de violence. Et celles qui font le plus peur, ce sont les élections locales. Les élections locales font plus peur parce que la compétition est à proximité. L'élection présidentielle dans les différents États, c'est une élection où la compétition est un peu distante. Donc, les populations s'inquiètent un peu plus, ou bien de moins en moins, mais les élections locales font un peu plus peur. D'accord. Ailleurs, on entend, ou du moins, on entend le plus souvent dire qu'il faut des institutions qui sont assez fortes et qu'on puisse respecter. Qu'est-ce qui fait effectivement que dans certains pays, le processus démocratique a toujours du plomb dans l'aile et qu'on a l'impression qu'on tourne en rond? Et parfois il y a des coups d'État, on l'a constaté, le cas du Mali, le cas du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a connu des situations assez compliquées aussi. Monsieur Congo. D'accord. Il faut dire que le processus démocratique est un travail de longue haleine. Voilà, tous les pays qui sont cités aujourd'hui en exemple de démocratie, les pays occidentaux, ont pris beaucoup de temps pour y arriver. Donc je pense que c'est un processus. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut des institutions fortes. Mais il va de soi pour dire que pour avoir des institutions fortes, il faut aussi également des hommes forts pour tenir ces institutions-là. Le problème, c'est tout est dans l'éducation. Il faut que les pays commencent de plus en plus à éduquer les masses sur des questions politiques, sur des questions démocratiques, sur des questions d'élection, de sorte à ce que ces populations-là comprennent que quand on est un pays démocratique, quand on est un pays où tout le monde peut s'exprimer librement, où tout le monde peut vaquer librement à ses occupations, le développement vient naturellement. Donc c'est une question d'éducation politique et citoyenne. Et ça, les États doivent inscrire ça dans leur politique de gouvernance, dans leur politique de gestion, de sorte à ce que depuis la base, on puisse inculquer ces valeurs-là aux plus jeunes qui sont appelés à diriger demain. Donc quand on grandit avec certaines valeurs, je pense que naturellement, on véhicule ces valeurs. Donc voici un peu les éléments sur lesquels les États doivent s'appuyer pour pouvoir amener leur pays à cette démocratie tant souhaitée là. D'accord, faisons un petit tour d'horizon sur l'actualité du moment. Il n'y a pas très longtemps, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, était dans l'armée pour un meeting, une tournée pour saluer les populations. Bien avant cela, le ministre Charles Blé Goudé, qui était un ancien allié du président Laurent Gbagbo, est de retour en Côte d'Ivoire et dans une tournée également dans la sous-région. Et il y a eu 3 jours de sommet États-Unis, Afrique, avec autour de 49 pays qui ont été représentés. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette actualité? Pour l'Afrique, c'est déjà bon de continuer ce processus de mondialisation en s'intégrant, en se frottant aux nations occidentales, surtout en se rapprochant des États-Unis. Et vous savez que nous sommes dans un contexte de crise. Nous sommes dans ce contexte de crise russo-ukrainienne où la position de l'Afrique a été très importante, surtout au dernier sommet de l'ONU. Et vous voyez que se rapprocher au fur et à mesure de l'Afrique ramène à des questions économiques. Vous voyez qu'aujourd'hui, la crise économique liée à cette situation entre la Russie et l'Ukraine est en train de se dessiner peu à peu. Donc il va falloir mettre ensemble ces énergies. Eux aussi, il va falloir faire face à l'environnement qui est de plus en plus menacé par la situation climatique. Donc, voilà. Et bon, pour la Côte d'Ivoire, pour revenir ici, à Abidjan, c'est intéressant de voir de plus en plus ces meetings qui reviennent. Ça montre que l'animation politique reprend place. Ça fait la décrispation aussi. La décrispation de l'environnement politique s'installe. La confiance entre les leaders reprend place. Et ça permet à la population de se donner l'occasion de faire un choix. Les jours à venir, vous savez que bientôt ce sera les élections présidentielles, mais déjà aussi les élections municipales et régionales qui pointent à l'horizon. Et donc,
C'est bon pour ces leaders d'être là, mais ça démontre encore la situation paisible que vit ce pays. Voilà. Et ça démontre aussi la volonté des dirigeants d'amener tous les leaders politiques à s'exprimer en Côte d'Ivoire. Et donc, nous voulons saluer cela. Nous voulons aussi saluer ces leaders politiques qui parcourent le territoire pour encourager. Parce qu'on a eu le président Laurent Gbagbo comme on dit, à Zopé, dans l'armée, qui était en train d'encourager à s'enrôler sur la liste électorale, à participer aux élections futures, ce qui n'était pas le discours d'avant. Voilà, il y a quelques années, il y avait la crise entre les deux forces politiques, entre ces différents leaders d'opinion. Il y avait l'un qui était candidat, l'autre qui refusait. Et aujourd'hui, si tout le monde court vers la compétition électorale, c'est bon, ça veut dire qu'on prend confiance. Et on donne aussi espoir à cette Côte d'Ivoire de redevenir plus belle. D'accord. Parlant des élections, on pourrait parler aussi de la liste électorale. Il y a une opération de révision de la liste électorale, nous l'avons dit dans le début de nos propos, depuis le 18 novembre. Cette opération a été donc lancée. Dans quel contexte intervient cette opération? Qui sont les concernés? Quel est l'objectif? D'accord. Alors, le processus de révision de la liste électorale, pour moi, intervient dans le contexte des élections à venir, municipales, régionales et même les élections présidentielles de 2025. Alors, il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par cette opération-là. Il y a d'abord ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale et également ceux qui ne se sont jamais inscrits sur la liste électorale. Donc, du coup, il va de soi en dire que s'il s'agit des nouveaux majeurs et des personnes adultes qui ne se sont jamais inscrits sur la liste électorale. Et pour la première catégorie des personnes déjà inscrites, c'est pour certainement changer quelques informations, actualiser les données, changer les noms pour des personnes qui sont mariées, qui veulent changer le nom de jeunes filles. Voilà, donc voici les deux catégories de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Et l'objectif, c'est de permettre à ce qu'il y ait plus de personnes inscrites sur la liste électorale. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 12 millions de personnes en âge de voter. Il y a 7,5 qui sont déjà sur le fichier électoral. Et donc, la CEI, en faisant cette révision qui est véritablement inscrite dans le code électoral, veut atteindre peut-être 12 millions. Mais comme le président de la CEI le disait sur un plateau, ils visent 12 millions, mais s'ils ont eu 1 million ou 2 millions de nouveaux, je pense que c'est déjà bon. Donc voici un peu l'objectif de cette opération de révision de la liste électorale. Il y a une préoccupation du PDCI RDA du président Henri Konan Bédié qui souhaite une sorte d'audit de la liste électorale. Pourquoi une telle requête? Et est-ce qu'il y a des raisons de pouvoir douter de l'intégrité de cette liste ou de ceux qui gèrent également cette liste, parlant de la CEI? La préoccupation du PDCI, je comprends. Vous savez, depuis le 9 octobre 2001, la Côte d'Ivoire va mettre sur pied la commission électorale indépendante. Avant ça, on avait le ministère de l'Intérieur qui s'occupait des élections. Et quand cette commission électorale arrive, elle va donner, par décret, on va obtenir ce qu'on appelle le code électoral. Le code électoral va donner mission à la commission électorale d'inscrire de façon permanente les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Donc c'est une activité annuelle. Ce n'est pas une activité ponctuelle. Vous voyez, c'est pourquoi les élections posent problème en Afrique. Parce que l'organe souvent régulateur est toujours traité en urgence. Si chaque année, comme le dit le code électoral dans son article 6, si chaque année, on permettait aux nouveaux majeurs de s'inscrire sur la liste électorale de façon permanente, on n'aurait pas un délai à courir et on n'aurait pas toutes ces imperfections qu'on rencontre. Je sais que l'année dernière, le président de la CEI en avait parlé plus ou moins pour que ce soit de façon systématique, que les nouveaux majeurs puissent s'inscrire, mais bon. Voilà. Mais est-ce qu'il a eu les moyens pour pouvoir permettre aux nouveaux majeurs de s'inscrire de façon systématique? Si ce n'est pas le cas, qu'on essaie de trouver ensemble, tous les acteurs politiques, tous les spécialistes, pour trouver ensemble le modèle ou bien la manière de faire pour permettre aux nouveaux électeurs. Quelle est la difficulté ou le problème que cela pose de traiter toutes les fois cette question en urgence? Bon, moi je pense pour le moment qu'on a une question soit de budget ou encore il y a un problème de volonté politique. Sinon,
On peut le faire. Ce n'est pas seulement Côte d'Ivoire qui rencontre ce problème. On a les pays du Bénin qui rencontrent cette même situation. On a le Ghana qui traite aussi ces questions électorales en urgence. Tant qu'on va s'inscrire de façon pressée, excusez-moi de donner ce terme, tant qu'on va s'inscrire de façon pressée sur la liste électorale, on aura toujours des problèmes sur la liste électorale. Il y aura toujours possibilité, ou bien ça va toujours créer des divisions. Il y aura toujours des partis qui vont pouvoir avoir l'occasion de revendiquer quelque chose. Que va résoudre donc la question de l'audit? Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire pour ma part, et nous pensons, hein, dans tous les écrits que nous proposons, nous pensons qu'il faut chaque année inscrire les électeurs sur la liste électorale. Dès qu'ils sont majeurs, il faut les inscrire. Parce que chaque année, on a des majeurs. Ça fait des électeurs potentiels, de nouveaux électeurs potentiels. Et ça, c'est possible. Avec la digitalisation des mairies qui a commencé. C'est possible. Il suffit seulement qu'on y mette la volonté politique, qu'on synchronise les informations entre les autorités municipales et la commission électorale, qu'on lui donne encore plus de moyens. Il faut qu'on ait foi à cette commission électorale. Vous savez, le choix de la commission électorale, c'était de faire en sorte qu'elle soit indépendante. Et pour qu'elle soit indépendante, il faut qu'on lui donne la possibilité de l'être sans influence extérieure. On a constaté que la plupart du temps, toutes les CEI qui sont installées sont l'objet de critiques. Elles n'ont jamais fait l'unanimité. Selon qu'on est dans l'opposition ou aux affaires. Voilà. Parce que le code même qui est mis, qui fait l'unanimité, hein, tous les partis, vous allez voir, et même au dernier dialogue politique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, aucun parti ne se plaît du code électoral. Tout le monde se plaît de la structuration, de la composition de la CEI. Parce qu'on estime que si ça veut dire qu'on a les tests et nous sommes d'accord sur les tests. Mais comment faire respecter les tests, nous ne nous accordons pas. C'est qu'il y a eux qui ne jouent pas franc jeu. Parce qu'on a l'impression que si le parti au pouvoir est tellement majoritaire, il pourrait peser tellement de son poids et on pourrait envisager certainement les conséquences. Est-ce que cette façon de voir, elle est légitime? Vous le disiez tantôt, hein, selon qu'on est au pouvoir ou dans l'opposition, la CEI pose toujours problème. Moi, je pense que M. Blé le disait tout à l'heure, il y a un code électoral qui est là et qui définit le cadre dans lequel les élections se tiennent. Je pense qu'on doit s'efforcer pour respecter ce code-là et permettre à ce que tout le monde puisse être d'accord. Moi, le PDCI réclame l'audit de la liste électorale, mais moi, je voudrais bien demander, l'objectif de l'audit, c'est quoi? C'est pour voir s'il n'y a pas de cas de personnes qui ne sont pas à leur place, qui sont inscrites de façon frauduleuse, et à la fin, on pourra avoir une liste fiable et, comment dirais-je, certifiée par qui de droit. Bon, moi, je pense que les partis, quand même, assez de mois, ils sont représentés à la CEI, etc. etc. Tout le monde a une copie après de cette liste. Je pense que la liste est publiée après. Bon, les partis peuvent utiliser... Et la loi oblige que la CEI rende cette liste publique. Voilà. Donc elle est publiée. Voilà, elle est publiée. Donc pour moi, l'essentiel, c'est pas... L'audit n'est pas l'élément le plus urgent. L'élément le plus important, c'est de pouvoir s'accorder réellement sur le fonctionnement de la CEI. Voilà. À partir de cela, je pense que chacun est libre de mobiliser ses partisans à s'inscrire sur la liste électorale. Voilà. Et tout le monde est en train de réfléchir encore jusque-là pour pouvoir s'accorder. Le fonctionnement de la CEI ne pose pas de problème pour ma part. On aura choisi X ou Y. Hier, tout le monde s'est plaint de Youssouf Bakayoko. Aujourd'hui encore, on se plaint de Cuba. On va enlever le président Cuba, on va mettre M. Congo. Demain, les gens se plaignent. Donc, le problème, ce n'est pas le fonctionnement de la CEI. Pour ma part, nous devons arriver à faire en sorte que depuis l'acte de naissance de l'état civil à la mairie, le nouveau majeur soit ajouté sur la liste électorale. Depuis la déclaration du décès à la mairie, le défunt, je ne sais pas si je dis bien, celui qui est décédé soit retiré automatiquement de la liste électorale. Ça demande une digitalisation. Oui, effectivement, je suis d'accord avec. Mais je pense que si on revient sur le problème de l'audit, je pense que même si on audite la liste électorale aujourd'hui et que les conclusions arrivent, la CEI va toujours poser problème. Les questions d'élection suscitent beaucoup de passion. Quand on est dans l'opposition, on a parfois des recommandations, mais quand on arrive au pouvoir, on a l'impression que ces recommandations qu'on avait avant là,
bon, maintenant, on trouve ça bien, joli. Moi, je pense qu'on doit s'accorder pour faire confiance à la CEI. Comme vous le disiez tantôt, c'est de centraliser l'état civil, de permettre un basculement systématique. Je pense que la CEI a voulu faire ça avec l'ONESI pour que tous les nouveaux majeurs qui détiennent la carte nationale d'identité puissent être reversés directement sur la liste électorale. Mais sinon, ça, c'est des questions qui sont en train d'être étudiées. Je pense que... Oui, sinon comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes efforts. On va essayer d'avancer. Parlons de la transhumance politique. On a ces derniers temps et depuis l'approche des élections. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, la question de la transhumance peut être réglée par cette même question. Vous voyez, c'est la CEI qui permet, par le code électoral, je dis bien, c'est le code électoral qui permet qu'un nouveau électeur, ou bien qu'un électeur résident qui a changé de commune ait la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de son nouveau lieu d'habitation. Donc c'est facile. Mais c'est cette brèche-là qui est exploitée par plusieurs partis politiques, ou bien par les hommes politiques, pour faire de la transhumance. On va prendre des jeunes d'une autre localité parce qu'on a des ambitions, parce qu'on veut renchérir la liste électorale. Mais c'est pourquoi je dis que la digitalisation met fin à tout ce débat. Il faut que les hommes politiques ou bien les administrateurs arrivent à cette digitalisation. Ça prend encore du temps en Côte d'Ivoire parce qu'on a des municipalités qui ne sont pas encore touchés par l'outil informatique. D'accord. Toujours sur la question de la transhumance. C'est vrai qu'il y a le grand nombre de personnes qui passent d'un point A à un point B sous l'influence de ceux qui sont plus ou moins aux affaires, ça dépend. Mais il y a également des personnes élues sous une bannière indépendante ou sous une autre bannière et qui, à l'approche de l'élection, vont donc présenter, on dira, leur lettre de créance dans un autre parti. Alors, comment est-ce que la population qui vous a élu, qui a eu confiance en vous, doit pouvoir voir ce genre de situation? D'accord. Déjà, avant d'arriver à cela, le problème de transhumance, moi, ça me pose un problème personnel. Vous voyez, vous êtes dans une localité où vous avez des intérêts économiques, sociaux. Et vous vous levez au nom de peut-être quelques billets de banque pour aller vous faire inscrire dans une autre localité. Alors que les communes et les régions sont des instruments de développement local. Donc quand vous laissez votre localité de base et que vous partez vous faire inscrire dans une autre localité, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous êtes un candidat élu quelque part, mais vous faites du mal à vos activités économiques. Parce qu'après, quand le maire ou le président du conseil régional est élu, mais votre voix ne porte pas ici. Voilà, votre voix ne porte pas. Vous n'avez pas le droit de participer au débat parce que vous n'avez pas voté là. Donc ça, j'attire l'attention de tous ceux qui sont dans ces pratiques-là. Également aux élus qui font cette déportation-là. Je pense que quand on n'a pas de légitimité, quand on n'a pas de base, on ne participe pas à une élection. La base, elle se construit, elle s'entretient. Et quand on sait qu'on a la base, on a l'adhésion de la population, je pense qu'on peut légitimement se décider d'être le porte-voix de cette population. Et quand on a échoué, il faut reconnaître qu'on a échoué. Qu'on a échoué et puis retravailler sa stratégie. Donc cette façon de faire la transhumance, je pense que c'est vrai, la loi condamne quelque part, mais c'est pas bien pour les élus et pour ceux même qui résident là. Également pour ceux qui sont élus, qui vont donner Regardez, c'est vrai, ce sont des candidats indépendants. Mais généralement, ce sont des candidats issus d'un parti politique qui n'ont pas été choisis. Et qui sont déclarés en indépendants. Voilà, qui sont déclarés en indépendants. Parce qu'ils ont déjà la base avec eux. Mais pour des questions de discipline du parti, ils n'ont pas été choisis. Donc quand ces derniers-là sont élus, naturellement, ils vont remettre leur victoire à leur parti d'origine. Voilà. Également, il y a des gens qu'on peut traiter d'indépendants, mais qui, pour des questions stratégico-politiques, décident d'aller donner leur voix à un parti ou à un autre. Mais après, la population elle-même n'est pas suffisamment outillée politiquement pour comprendre que ma voix que j'ai donnée n'est pas celle que le candidat exprime. Donc après, ces 5 ans, ça dure, mais 5 ans après, on peut sanctionner ces derniers facilement. Voilà. Une dernière question toute laquelle on va échanger. 2023, élection municipale, 2025, élection présidentielle. Quelle est votre lecture sur ces élections à venir? Oui, on va y arriver, mais vous savez que quand un candidat est élu pour une localité, il a la possibilité de se rapprocher du parti, le parti où il pense qui revendique, je dis, la même idéologie que lui. Ça avec l'accord de la base. Et puis aujourd'hui, tel que, pour revenir à la Côte d'Ivoire, tel que les choses sont structurées aujourd'hui,
il y a un seul parti qui est bien organisé actuellement sur la scène politique. Selon votre point de vue? Selon mon point de vue, selon l'observation que j'ai, il y a un seul parti qui est bien organisé sur la scène politique, c'est celui du RHDP. Et c'est ce parti, actuellement, qui reçoit, parce que vous savez que les Ivoiriens ne vont pas rester tout le temps dans le désordre. À un moment donné, les gens vont penser construction, vont penser développement. Et c'est ce parti qui présente un bon modèle. Pour le moment, je ne dis pas à quelqu'un d'aller ou de sortir. Non, de votre point de vue. C'est mon point votre de vue. observation, oui. Mais c'est ce qui va faire que le développement local va intéresser ce parti. Parce que quand on est organisé au niveau national, à un moment donné, il va falloir faire en sorte que les localités reçoivent ce développement. Mais si on est organisé, n'oubliez pas également que ceux qui vous ont porté à ces élections, vous devez avoir leur accord avant d'y aller. Est-ce que parfois cet accord est donné? Ouais, le plus souvent, ces leaders politiques font le choix sans l'accord des populations. Oui, mais le plus important, ce que la population va retenir, c'est le développement local. Si je me suis rapproché et que j'ai réussi à développer, on n'est pas des élections pour ce qui arrive en 2023, et je vais y arriver en même temps. Pour ce qui arrive en 2023, ce ne sont pas des élections législatives. Les élections législatives, ce sont des élections politiques. Celles qui arrivent, ce sont les élections de développement. Et le développement, quand il te concerne, n'a pas de parti politique. C'est ça. Quand le développement est fait, aujourd'hui à Abidjan, tout le monde s'occupe, mais tout le monde n'est pas RHDP. Le président, il passe seulement 2 fois. Il va au bureau et puis il revient. Mais après ça, nous sommes tous les embouteillages à Abidjan, c'est pas lui. Voilà. Maintenant, pour revenir aux élections de 2023, 2025, comme vous l'avez dit, quels sont ceux qui seront candidats? C'est la question. Oui, bon, peut-être que l'avenir nous le dira, on est déjà à la fin de notre temps d'antenne. Ah bon? On aura l'occasion à l'approche de venir discuter en long et en large de cette question. C'est l'occasion pour moi de vous dire infiniment merci. Merci à Congo Ghislain, président du réseau ivoirien des leaders. Merci pour votre contribution. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Merci à Marius Bly, spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous voir encore sur notre plateau à une autre occasion. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.